Je m'appelle Amber Wilson, j'ai 32 ans, et je suis une maman célibataire avec un secret que personne ne pourrait deviner. Tout a changé un Thanksgiving, quand mon propre père m'a mise dehors du dîner familial. Ce que ma famille ignorait totalement, c'est que derrière mon apparence discrète se cachait un empire d'affaires de 58 millions de dollars. Oui, le même empire qui, en silence, finançait leur vie de luxe depuis des années. Avant de vous raconter comment ce moment douloureux s'est produit, dites-moi d'où vous regardez, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire qui a bouleversé ma vie. J'ai grandi dans un quartier tranquille du Connecticut, la plus jeune de 3 enfants. Mon père, Matthew Wilson, était bank manager, et ma mère, Evelyn, enseignait à l'école primaire. Mon grand frère Patrick a 5 ans de plus que moi, et ma sœur Stéphanie, 3. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille américaine parfaite. Mais derrière les portes fermées, la réalité était bien différente. En tant que Benjamin, je me suis toujours sentie un peu oubliée. Patrick, le fils aîné, était le chouchou, pas brillant à l'école, mais excellent en sport. Mon père en était fier. Stéphanie, elle, était la beauté de la famille, populaire, charmante, toujours au centre de l'attention. Et moi, la fille calme et studieuse qu'on remarquait à peine. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur, me disait souvent ma mère quand je préférais lire plutôt que sortir. Et mon père ajoutait, Patrick ne nous cause jamais autant de soucis. Ces comparaisons constantes me blessaient, mais au lieu d'abandonner, j'ai décidé de travailler 2 fois plus dur. Les études sont devenues mon échappatoire. Quand j'ai eu presque un score parfait à mes SATS, mes parents ont été plus étonnés que fiers. Et lorsque j'ai obtenu une bourse complète pour Stanford University, ils ont simplement dit, pendant le dîner. C'est bien, mais le collège, ce n'est pas tout. Patrick, lui, se fait déjà des contacts dans le monde réel. Mon frère travaillait dans un car dealership, et mes parents trouvaient ça plus impressionnant que mes réussites. À Stanford, ma vie a enfin pris un sens. Loin d'eux, j'ai découvert ma passion pour la technologie et l'entrepreneuriat. J'ai rejoint des clubs de start-up, fait des stages dans des tech compagnies, et commencé à créer mon propre réseau d'innovateurs. En 3e année, j'ai développé un prototype de logiciel de cybersécurité qui a attiré l'attention d'investisseurs. Quand j'ai appelé ma mère pour lui dire qu'un venture capitaliste venait d'investir 50 000 $, elle m'a simplement répondu. Ma chérie, tu ne devrais pas plutôt chercher un emploi stable après la graduation? Ces histoires de start-up, c'est risqué. Après mes études, pendant que mes camarades signaient dans des grandes entreprises, j'ai pris un pari fou. J'ai fondé ma propre société, SecureNova. Les 2 premières années ont été un enfer. Je travaillais 18 heures par jour, je vivais de ramen, et j'investissais chaque centime dans mon rêve. Un mois, à court d'argent, j'ai demandé un petit prêt à mes parents. Mon père m'a fait tout un discours sur la responsabilité financière avant de m'envoyer, à contre-cœur, 1 000 $. Chaque semaine ensuite, il m'appelait pour demander. Alors, tu comptes me rembourser quand? Mais la véritable bascule est arrivée la 3e année. Quand une grande institution financière a subi une cyberattaque dévastatrice. Ma solution était exactement ce dont les entreprises avaient soudainement besoin. En seulement 6 mois, SecureNova est passé d'une petite start-up en difficulté à un leader de l'industrie. À la 4e année, la société valait déjà 15 millions de $. Mais alors que le succès professionnel entrait dans ma vie personnelle, elle, prenait un autre chemin. J'ai rencontré Daniel, un séduisant directeur marketing. Après une romance rapide et passionnée, nous nous sommes mariés. Ma famille a enfin montré un peu d'intérêt pour ma vie, non pas parce que j'avais bâti une entreprise prospère, mais parce que j'avais enfin fait quelque chose qu'ils comprenaient, me marier. Le mariage n'a duré que 3 ans. J'ai découvert que Daniel m'avait trompé à plusieurs reprises. Quand j'ai demandé le divorce, ma famille a été horrifiée, non pas par sa trahison, mais par ma décision de le quitter. Le mariage demande des efforts, Amber, m'a dit ma mère. Tout le monde a des problèmes, on ne s'enfuit pas comme ça. Ce qui m'a redonné la force, c'était la naissance de ma fille, Lily. Elle n'avait qu'1 an quand le divorce a été finalisé, et elle est devenue ma raison de tout. Pour ma famille, être une mère célibataire n'était qu'un échec de plus.
Pendant qu'il me jugeait, je continuais, en silence, à bâtir un véritable empire. L'entreprise s'est développée à l'international, a créé de nouvelles gammes de produits, et a racheté plusieurs concurrents. Quand Lily a eu 4 ans, Secure Nova valait déjà 58 millions de dollars, et ma fortune personnelle était considérable. Jamais je n'ai vanté mon succès auprès de ma famille. Une part de moi espérait qu'ils le découvriraient d'eux-mêmes, peut-être en ligne. Mais non. Ils restaient aveuglés par leur vision étroite de ce que devait être la réussite. Entre-temps, je voyais leurs publications sur les réseaux sociaux, nouvelles voitures, maisons rénovées, vacances de luxe, des choses qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir avant. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais celle qui finançait tout cela. J'avais découvert que mon père avait perdu son emploi 5 ans plus tôt, à cause d'une réduction de personnel. Alors, j'avais créé un compte bancaire spécial versant chaque mois 5 000 $ sur leur compte, sous le nom de Wilson Family Trust Distribution, pour garder mon anonymat. J'ai fait la même chose pour Patrick et Stéphanie, en leur envoyant 3 000 $ chacun chaque mois, après avoir appris par ma mère qu'ils avaient des difficultés financières. Je ne leur ai jamais dit que j'étais leur mystérieuse bienfaitrice. Par fierté, et peut-être aussi par blessure, je ne voulais pas leur révéler que la fille qu'ils avaient toujours sous-estimée était celle qui les faisait vivre. Je les observais de loin, les regardant dépenser mon argent tout en continuant à mépriser mes choix de vie. Au milieu de tout cela, Lily est devenue mon monde. Contrairement à mes parents, je m'étais juré qu'elle se sentirait toujours aimée, soutenue, et acceptée pour ce qu'elle est. Nous avons construit une vie douce et heureuse à San Francisco, entre balades du week-end et histoires du soir, créant enfin ce foyer chaleureux dont j'avais rêvé enfant. Puis un matin de novembre, l'appel de ma mère a tout changé. Il faisait frais, je révisais les rapports trimestriels dans mon bureau à la maison quand mon téléphone s'est allumé avec son nom à l'écran. Amber, nous aimerions que toi et Lily veniez pour Thanksgiving cette année, a-t-elle dit d'une voix neutre. Toute la famille sera là, et ils n'ont pas vu Lily depuis si longtemps. Elle doit avoir tellement grandi. J'ai hésité, réalisant qu'il s'était écoulé presque 2 ans depuis la dernière fois que j'avais vu mes parents en personne. Nos échanges s'étaient limités à quelques appels de temps en temps et à des messages d'anniversaire par politesse. Le dernier dîner de famille s'était terminé sur une discussion tendue à propos de ma façon d'éduquer Lily. Mon père avait insinué qu'elle avait besoin d'une influence masculine, tandis que ma mère regrettait que sa petite fille grandisse dans un foyer brisé. Alors quand elle m'a appelé, j'ai eu un instant d'hésitation. Tu es sûre, maman? La dernière fois, ça n'a pas été très agréable pour personne, ai-je dit, en essayant de garder un ton neutre. Tout ça, c'est du passé, ma chérie. C'est les fêtes, la famille doit être ensemble, répondit-elle avec une gaieté un peu forcée. Puis elle ajouta, ton père va tellement mieux depuis que sa situation financière s'est stabilisée. Nous allons tous mieux. Il y a tant de choses à célébrer. Quand j'ai raccroché, je suis restée un long moment à regarder les toits de San Francisco depuis la fenêtre de mon bureau. Une partie de moi voulait refuser, pour me protéger, moi et Lily, des jugements et des critiques. Mais une autre partie, celle qui espérait encore être acceptée par ma famille, y voyait une chance de réconciliation. Le lendemain, j'en ai parlé à Julia, ma meilleure amie, pendant le déjeuner. Elle avait été ma colocataire à Stanford et connaissait toutes de mes relations compliquées avec ma famille. Honnêtement, il ne te mérite pas, m'a-t-elle dit en remuant son latte. Mais je sais à quel point ça compte pour toi que les choses changent. Promets-moi juste de ne pas les laisser te rabaisser encore une fois. Les 2 semaines suivantes, je les ai passées à préparer notre voyage dans le Connecticut. J'ai choisi avec soin des cadeaux pour chacun, une montre vintage à 6 000 $ pour mon père, des boucles d'oreilles en diamant pour ma mère, une carte de golf pour Patrick, et un week-end spa pour Stéphanie. Pour mes nièces et neveux, j'ai pris des jeux éducatifs et les dernières consoles gaming. Je voulais être généreuse, mais sans paraître ostentatoire. Lily, elle, était ravie à l'idée de revoir la famille. À 4 ans, elle n'en gardait presque aucun souvenir, les ayant vus à peine quelques fois. Je l'ai emmenée acheter une robe spéciale pour Thanksgiving, une petite robe en velours bordeaux avec des chaussures assorties. Elle tournoyait devant le miroir, les yeux brillants. « Tu crois que grand-papa aimera ma robe ?» m'a-t-elle demandé. « Il va l'adorer » ai-je répondu avec un sourire,
en chassant les souvenirs des critiques de mon père. Et tu sais quoi? Tu vas revoir tes cousins. Ils sont un peu plus grands, mais je suis sûre qu'ils voudront jouer avec toi. À mesure que le départ approchait, je me retrouvais souvent devant mon dressing, hésitant sur quoi porter. J'avais des vêtements de créateurs qui valaient des milliers de dollars, mais j'ai finalement choisi un simple pull en cachemire et un pantalon bien coupé. Quelque chose en moi me disait que montrer trop de réussite risquait de compliquer les choses. La veille du départ, je me suis assise sur mon balcon, face aux lumières de la ville, à réfléchir, devrais-je enfin leur parler de ma réussite? Est-ce que cela changerait leur regard sur moi? Serait-ce de la fierté, ou simplement un nouvel intérêt motivé par l'argent? Finalement, j'ai décidé de me taire. Si réconciliation il devait y avoir, je voulais qu'elle repose sur la personne que je suis, pas sur ma fortune. Je voulais qu'ils m'aiment, moi et Lily, pour ce que nous représentions, pas pour ce que nous possédions. Le lendemain matin, mon chauffeur a chargé les valises dans la voiture pour nous conduire à l'aéroport. J'avais réservé des billets en first class, mais une pointe d'anxiété m'a traversée alors que nous prenions place à bord. Lily, insouciante, s'émerveillait déjà des snacks de l'avion et de l'idée de voir la neige dans le Connecticut. « Maman, il y aura d'autres enfants pour jouer avec moi ?» demanda-t-elle alors que l'avion décollait. « Oui, ma chérie. Tes cousins Emma et Tyler seront là. Ils sont les enfants de tante Stéphanie, et oncle Patrick a un fils de 7 ans, Jason. »« Est-ce qu'ils connaissent Monsieur Whisker ?» demanda Lily, en parlant de son chat en peluche qu'elle emmenait partout. « Pas encore, mais je suis sûre que tu pourras leur présenter, » répondis-je avec un sourire, en caressant ses cheveux. Alors que l'avion traversait le pays, je faisais défiler sur mon téléphone de vieilles photos de famille. Malgré la distance émotionnelle, j'avais toujours envoyé à mes parents des clichés de Lily, des nouvelles qu'ils ne prenaient presque jamais la peine de commenter. En les regardant, une pointe de tristesse m'a serré le cœur, ils avaient manqué tant de choses. Ses premiers pas. Ses premiers mots. Son premier jour à la maternelle. Je me suis surprise à penser à ma belle maison de plage à Honolulu, achetée un an plus tôt comme refuge secret. Seule Julia était au courant de son existence. J'avais déjà tout prévu pour qu'elle soit prête, au cas où le Thanksgiving tournerait mal et que nous devions partir rapidement. Peut-être que cette fois sera différente, murmurai-je à moi-même pendant que Lily dormait à côté de moi. Peut-être qu'ils ont changé. Mais même si l'espoir me traversait, je ne laissais rien au hasard. Mon assistant avait confirmé un vol potentiel pour Hawaï, mes avocats étaient en veille, et j'avais revu tous les détails financiers liant ma famille à moi. Je voulais croire à une réconciliation, mais l'expérience m'avait appris à toujours me préparer à la déception. Quand l'avion a commencé sa descente vers Hartford, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai réveillé doucement Lily. Peu importe ce qui allait se passer dans les jours à venir, je voulais qu'elle voie à quoi ressemble la force et le respect de soi, même face au jugement de sa propre famille. En arrivant dans l'allée de la maison de mon enfance, j'ai tout de suite remarqué les changements. La demeure coloniale, autrefois simple mais soignée, s'était transformée. Une aile supplémentaire avait été construite, le jardin parfaitement aménagé, et un grand rond-point menait à 2 nouvelles voitures, un Mercedes SUV et une Lexus berline. Je les ai reconnus immédiatement. C'étaient les véhicules que mes parents avaient fièrement affichés sur les réseaux sociaux 6 mois plus tôt, achetés grâce aux dépôts mensuels que je faisais en secret sur leur compte. « C'est ici que tu as grandi, maman ?» demanda Lily, les yeux écarquillés en découvrant la grande maison. « Oui, ma chérie. C'est ici que maman vivait quand elle était petite, » répondis-je, ressentant une étrange distance entre la maison luxueuse devant moi et celle, bien plus modeste, de mes souvenirs. J'ai aidé Lily à descendre de la voiture, sorti nos valises et les cadeaux soigneusement emballés. À peine avions-nous atteint le perron que la porte s'est ouverte. Ma mère apparut, les cheveux fraîchement colorés et coiffés, vêtue d'une tenue que je reconnaissais d'une marque haut de gamme. « Ah, vous voilà enfin », dit-elle en guise d'accueil, son regard glissant aussitôt vers Lily. « Et voici donc Lily. Mon Dieu, comme elle a grandi !» Elle se pencha légèrement vers ma fille, sans pour autant lui faire un câlin. Puis, se redressant, elle s'écarta pour nous laisser entrer. « Ton père est dans le salon. Les autres ne devraient pas tarder. » En franchissant le seuil, j'ai à peine reconnu l'intérieur.
Le vieux mobilier et le papier peint démodé de mon enfance avaient disparu. À la place, des meubles de designer, des plans de travail en marbre et des œuvres d'art coûteuses ornaient chaque pièce. Ce n'était plus la maison où j'avais grandi. C'était un décor de magazine, financé, ironiquement, par la fille qu'ils avaient autrefois jugée comme un échec. Les paiements mensuels que j'envoyais à mes parents étaient clairement utilisés, mais pas comme je l'avais imaginé. À l'origine, c'était pour aider mon père après sa perte d'emploi. En entrant dans le salon, je le vis assis dans un grand fauteuil en cuir, les yeux rivés sur un immense écran plat où passait un match de football. Il leva les yeux une seconde. « Alors, t'es venu ?» dit-il d'un ton plat avant de retourner à son match. Pas de câlin. Pas même un vrai regard pour sa petite fille. Lily se serra contre ma jambe, intimidée. Je posai une main rassurante sur son épaule. « Papa, voici Lily. » Puis, me penchant vers ma fille, « Lily, voici ton grand-père. » Il jeta un nouveau coup d'œil vers elle, son visage s'adoucit à peine. « Salut, » dit-il simplement, avant de se replonger dans le jeu. « Tu peux poser tes valises dans ta vieille chambre, » ajouta-t-il. On a transformé la chambre d'amis en salle de sport, alors Lily dormira avec toi. J'avalai ma déception et montai à l'étage. Ma chambre d'enfance n'était plus qu'un débarras. Un canapé lit coincé entre des cartons, de vieux meubles, de la poussière. Aucun effort n'avait été fait pour notre arrivée. « C'est ta chambre, maman ?» demanda Lily, les yeux grands ouverts. « Oui, il y a très longtemps » répondis-je doucement. « On va la rendre jolie, d'accord ?» Pendant 20 minutes, je rangeai, fis un peu de place, installai les draps que ma mère avait laissés pliés sur le canapé. En redescendant, j'entendis des voix. Mon frère Patrick était arrivé, accompagné de sa femme Diana. Elle préparait une charcuterie board pendant que Patrick se servait un verre de whisky. Je reconnus la bouteille, un single malt à $200. « Tiens, voilà la fille prodigue », lança-t-il avec un sourire ironique. « Salut Patrick, salut Diana », répondis-je calmement. « Voici Lily. » Diana esquissa un sourire crispé. « Enchantée, Lily. Notre Jason est dehors avec ton grand-père si tu veux jouer. » Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau. Ma sœur Stéphanie fit son entrée, élégante comme toujours, habillée de la tête aux pieds en marque de luxe. « Amber! Quelle surprise! Maman disait que tu viendrais peut-être, mais je n'y croyais pas trop. » Elle m'embrassa dans le vide, près de la joue, sans me toucher. Son regard descendit vers Lily. « Et voilà ta fille, elle te ressemble beaucoup. » Son ton faisait passer cette remarque pour un constat, pas un compliment. Son mari Thomas me salua à peine, préférant rejoindre mon père devant la télé. Leurs enfants, Emma et Tyler, observèrent Lily curieusement avant que Stéphanie ne les envoie à la cuisine. L'après-midi continua, rythmé par des piques discrètes et des remarques glissées entre deux sourires. « Alors, Amber fait toujours son truc d'ordinateur », lança mon père pendant une pause pub. « Oui, papa. Ma société de cybersécurité marche très bien, » répondis-je calmement. Il hocha la tête d'un air vague. Ça doit pas être simple de gérer ça toute seule avec un enfant. Si j'étais restée avec Daniel. Daniel m'a trompé plusieurs fois, le coupai-je doucement. Et Lily et moi, on s'en sort très bien. Ma mère intervint, un sourire figé. L'important, c'est que tu sois là pour les fêtes. Et dans son ton, je compris, rien n'avait vraiment changé. Ton père a été si généreux ces derniers temps, tu sais. Il aide tout le monde. Tu as vu la nouvelle extension de la maison? Et le nouveau poste de Patrick à la concession, ça marche du tonnerre, dit ma mère avec un grand sourire. J'ai serré les dents. Cette aide généreuse ne venait pas de mon père, mais bien de mon compte bancaire. Pendant que les préparatifs du dîner avançaient, j'ai proposé plusieurs fois de donner un coup de main, mais ma mère et Stéphanie m'ont gentiment écarté. On gère, dit Stéphanie avec assurance. Pourquoi tu ne surveilles pas les enfants? C'est plus ton rythme, non, lança-t-elle, un petit sourire moqueur aux lèvres. Je suis donc sortie avec Lily. Les enfants jouaient dans le jardin, mais mon neveu Jason commandait tout le monde, arrachant les jouets des mains de Lily. Quand je suis intervenue calmement, Patrick est apparu à la porte.
Laisse-les régler ça entre eux, Humbert. Tu ne peux pas faire l'hélicoptère parent tout le temps. C'est ça le problème avec les enfants d'aujourd'hui. J'ai retenu ma réponse et me suis concentrée sur Lily, qui, les larmes aux yeux, ne comprenait pas pourquoi son cousin était si méchant. Plus tard, alors que j'aidais Lily à se laver les mains avant le dîner, j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre, la porte entr'ouverte. Je ne sais même pas pourquoi elle est venue, disait mon père. Elle s'est toujours crue meilleure que nous. Et regarde-la maintenant, mère célibataire, sûrement en galère. Ma mère répondit, c'est la famille. Peut-être qu'elle finira par comprendre qu'elle a besoin de nous. Heureusement qu'on a les moyens de l'aider, elle et sa fille, si nécessaire. Le Wilson Family Trust a vraiment été une bénédiction. Le Wilson Family Trust. Mon cœur s'est serré. C'était le nom du compte que j'avais créé pour leur verser de l'argent tous les mois. Ils n'avaient aucune idée que leur confort venait de celle qu'ils continuaient à rabaisser. Pendant un instant, j'ai eu envie de faire nos valises et de partir. Mais Lily attendait ce dîner de Thanksgiving avec tant d'impatience. Alors j'ai pris une grande respiration et décidé de rester. Une décision que j'allais bientôt regretter. La salle à manger n'avait plus rien de celle de mon enfance. C'était digne d'un magazine de décoration, une grande table en acajou brillant sous un lustre en cristal, des couverts en argent parfaitement alignés, des verres en cristal, et un magnifique centre de table composé de fleurs d'automne. Tout le monde à table, annonça ma mère en entrant fièrement avec une dinde rôtie à la perfection. J'ai préparé des cartes de place. Je découvris vite que Lily et moi étions placés tout au bout de la table, loin du centre où siégeaient mes parents, Patrick, Stéphanie et leurs conjoints. Une disposition qui en disait long sur notre place dans la famille. Quand tout le monde fut assis, mon père se leva pour dire la prière, une première dans cette maison pourtant peu religieuse. Seigneur, nous te remercions pour ce repas généreux et pour la prospérité que tu as accordée à notre famille cette année. Sa voix prenait un ton solennel que je ne lui avais jamais entendu. Et moi, je sentais monter une drôle de tension dans ma poitrine, un mélange d'ironie et de tristesse. La famille Wilson a vraiment été bénie par le succès et la prospérité. Mon père parlait d'une voix solennelle, presque théâtrale. Je remarquai Patrick et Stéphanie hocher la tête avec gravité, pendant que leur conjoint affichait une expression faussement pieuse. Ma mère le regardait avec admiration, comme s'il prononçait un grand sermon au lieu d'une simple prière de dîner. Et nous prions aussi pour ceux qui ont moins de chance, ajouta-t-il, lançant un rapide regard dans ma direction. Ce petit clin d'œil n'échappa à personne. Puisse-t-il trouver un meilleur chemin grâce au travail et à de bonnes décisions. Après la prière, les plats commencèrent à circuler. Le festin était impressionnant, dinde rôtie, sauce aux canneberges, 3 types de farces, purée de pommes de terre, gratin de patates douces, haricots verts, petits pains faits maison et une multitude d'accompagnements. Jamais je n'avais vu un repas de fête aussi somptueux dans cette maison. La dinde vient d'une ferme bio très spéciale, expliqua ma mère fièrement. Elle a coûté presque $300, mais ton père voulait ce qu'il y a de meilleur cette année. $300 pour une dinde? L'homme qui m'avait autrefois sermonné pour avoir dépensé $20 en pizza. L'ironie me fit presque sourire. Peu à peu, les conversations se lancèrent, chacune semblant une compétition de réussite. On revient tout juste de nos vacances en Europe, annonça Stéphanie, tranchant sa dinde. 2 semaines à visiter la France et l'Italie. La villa qu'on a louée en Toscane avait une vue à couper le souffle. Un break bien mérité, ajouta Thomas. Après la signature de ce gros contrat, la prime était généreuse. On pense refaire la cuisine, avec un îlot en marbre italien importé. Beau projet, répondit Patrick. Diana et moi, on prévoit une rénovation aussi. Depuis que j'ai été promu directeur des ventes, les affaires explosent. Mon père hocha la tête, fier. C'est mon fils, ça. J'ai toujours su que tu irais loin. Et la discussion continua, entre récits de voyage, promotion, et achats luxueux. Personne ne prit la peine de me demander comment j'allais, ni de s'intéresser à ma vie. Jusqu'à ce que, soudain, ma mère semble se souvenir de ma présence. Et toi, Humbert, comment va ton petit travail dans l'informatique, demanda-t-elle, d'un ton distrait. Avant que je puisse répondre, Stéphanie éclata de rire. Maman,
Tu crois vraiment qu'Amber a le temps de penser à sa carrière? Être mère célibataire, c'est déjà un boulot à plein temps. Diana ajouta, faussement compatissante, oh oui, ça doit être tellement dur. Je ne pourrais pas imaginer élever Jason sans Patrick. Un enfant a besoin d'une figure paternelle. Je bus une gorgée d'eau, essayant de garder mon calme. En réalité, mon entreprise se porte très bien. On s'est même développé à l'international. International, maintenant, coupa mon père, avec un air sceptique. Eh bien, ça sonne bien, mais je pensais que tu aurais choisi une carrière plus traditionnelle. Quelque chose de stable. Mon travail est très stable, papa, répondis-je posément. La cybersécurité est l'un des secteurs les plus en croissance, surtout avec l'augmentation des. En parlant de croissance, m'interrompit ma mère, visiblement peu intéressée par ma carrière. Lily me semble toute petite pour son âge. Tu es sûre qu'elle mange correctement? Je sentis ma mâchoire se crisper. Le calme que j'essayais de garder commençait à se fissurer. Lily est en parfaite santé et se développe exactement comme elle le doit. Son pédiatre est très satisfait de sa croissance. Les enfants issus de foyers brisés montrent souvent des retards de développement, déclara Stéphanie, d'un ton professoral, comme si elle récitait un manuel de parentalité. Les études prouvent que le divorce peut être très traumatisant pour les jeunes enfants. Lily ne vient pas d'un foyer brisé, répondis-je fermement. Elle grandit dans un foyer aimant et stable avec moi. Mais sans père, fit remarquer mon père. Chaque enfant a besoin d'un père. Ta mère et moi t'avons élevé dans un foyer à 2 parents, et regarde comme Patrick et Stéphanie ont bien tourné. L'insinuation que j'avais, moi, mal tournée, resta suspendue dans l'air. Thomas prit la parole à son tour. J'ai lu un article disant que les enfants de mères célibataires ont plus de risques de quitter l'école, de se droguer, enfin, ce genre de choses. Sans vouloir t'offenser, Amber. C'est absurde, répondis-je, sentant ma patience s'effriter. Et franchement, c'est insultant. Pas la peine de te mettre sur la défensive, lança Patrick en se resservant du vin. On s'inquiète juste pour Lily. Après tout, c'est toi qui as choisi de quitter Daniel. Daniel m'a trompé à plusieurs reprises, dis-je, la voix plus forte. Ce n'était pas un choix, c'était une conséquence de ses actes. Le mariage demande des efforts, dit ma mère d'un ton sec. Ton père et moi avons eu nos difficultés, mais nous n'avons jamais abandonné. Maman, répondis-je en essayant de rester calme, il y a une différence entre traverser des épreuves et rester avec quelqu'un qui trahit constamment ta confiance. Enfin, c'est du passé maintenant, dit mon père d'un ton détaché. Même si, à mon avis, tu as agi trop vite. Daniel venait d'une bonne famille. Il aurait su subvenir à tes besoins. Je me mordis la langue au lieu de lui rappeler que je n'avais besoin de personne pour subvenir aux miens ni à ceux de ma fille. Je préférais me concentrer sur la dinde de Lily, la coupant en petits morceaux, consciente que la tension la rendait mal à l'aise. Le dîner continua, ponctué de remarques plus ou moins déguisées sur mes choix de vie. Puis, au moment du dessert, la conversation dériva vers les finances. Ces versements mensuels du Wilson Family Trust, c'est une vraie bénédiction, déclara ma mère en servant la tarte à la citrouille. Je ne sais pas qui a mis ça en place, mais ça nous a permis de vraiment profiter de la vie ces dernières années. Oui, c'était une sacrée surprise quand ça a commencé à arriver, ajouta mon père. Juste au moment où j'ai perdu mon emploi. Comme si un ange veillait sur nous. On en reçoit aussi, dit Stéphanie. 3 000 $ par mois, comme une horloge. Ça a tout changé pour nous. Patrick hocha la tête. Pareil ici. Grâce à ça, Diana a pu arrêter de travailler pour se consacrer à notre fils. Et toi, Amber, demanda ma mère. Tu en reçois aussi? Je secouai la tête. Non, je ne reçois rien de ce trust. C'est étrange, répondit mon père en fronçant les sourcils. Enfin, j'imagine qu'ils attribuent les fonds selon les besoins. Et avec ton business international, tu n'as sûrement pas besoin d'aide. Sa voix laissait clairement entendre qu'il ne croyait pas une seconde à mon succès. À cet instant, Lily heurta accidentellement son verre, renversant l'eau sur la table. Le liquide s'étendit rapidement, imbibant la nappe en dentelle et coulant sur le sol. Oh non,
je suis désolée, s'écria-t-elle, les yeux écarquillés. Avant que je ne puisse la rassurer, mon père abattit la main sur la table, faisant sursauter tout le monde. Bon sang, hurla-t-il, le visage rouge de colère. Cette nappe vient de France. Elle a coûté plus de $1000. La lèvre inférieure de Lily trembla, les larmes montant à ses yeux. Papa, ce n'est que de l'eau, dis-je doucement en attrapant ma serviette. Ça va sécher. Lily n'a pas fait exprès. C'est exactement de ça dont je parle, s'écria mon père, la voix de plus en plus forte. Aucun sens de la discipline, aucune vraie éducation, juste un autre enfant gâté qui ne sait pas se tenir à table. Je me levai aussitôt, posant une main protectrice sur l'épaule de Lily. C'est complètement déplacé, elle n'a que 4 ans, et c'était un accident. Oh, ça recommence, lança Stéphanie en levant les yeux au ciel. Toujours des excuses. Voilà pourquoi les enfants ont besoin de vrais parents, avec des limites et des conséquences. Lily a des limites et elle connaît les conséquences quand il le faut, dis-je, la voix tremblante de colère. Ce dont elle n'a pas besoin, c'est d'être criée dessus par des adultes qui devraient savoir mieux se comporter. Le silence tomba lourdement sur la table. Tous les regards étaient braqués sur moi, surpris que j'aie osé répondre à mon père. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis, mon père repoussa brusquement sa chaise et se leva, le visage rouge de colère. Il est peut-être temps d'aborder le vrai problème, dit-il d'un ton sombre. Et à ce moment-là, je sus que la soirée allait empirer. Son visage était devenu cramoisi alors qu'il se tenait au bout de la table, la serviette jetée à côté de son assiette encore pleine de tartes. Le silence régnait, seulement troublé par les reniflements de Lily, qui tentait de retenir ses larmes. Amber, commença-t-il d'une voix maîtrisée, mais vibrante de colère. Ta mère et moi avons été patients. Nous t'avons regardé enchaîner les mauvaises décisions, choisir cette start-up ridicule au lieu d'une vraie carrière, détruire un mariage solide, priver ta fille d'un père et d'un foyer stable. J'ouvris la bouche pour répondre, mais il leva la main pour m'interrompre. Non. Pour une fois dans ta vie, tu vas écouter. Tu as toujours cru tout savoir mieux que les autres, toujours voulu faire les choses à ta manière. Regarde où ça t'a mené. Je pris une inspiration, la main toujours posée sur l'épaule de Lily. Et selon toi, où cela m'a mené, papa, demandai-je calmement. Une mère célibataire qui peine à joindre les deux bouts, vivant dans une illusion d'entreprise internationale, ricana-t-il. Pendant ce temps, le reste de la famille prospère. Ton frère et ta sœur ont de vraies carrières, des mariages solides, et leurs enfants sont bien élevés. Ma mère hocha la tête avec conviction. Nous nous inquiétons pour toi, Amber. Et pour Lily. Ce n'est pas la vie que nous voulions pour toi. La vie que vous vouliez pour moi, répétai-je lentement. Et c'était quoi, cette vie exactement? Rester dans un mariage où j'étais trahie encore et encore? Abandonner mes rêves pour entrer dans votre définition étroite du succès? Voilà, encore du drame, intervint Stéphanie avec un rire sec. Daniel n'était pas abusif. Il a fait une erreur. Les gens travaillent sur leurs problèmes quand ils tiennent à leurs vœux. Tu n'as aucune idée de ce qu'était mon mariage, dis-je, sentant ma voix se briser. Et vous n'avez aucune idée de la vie que je mène maintenant, parce qu'aucun de vous n'a jamais pris la peine de demander. On s'inquiète assez pour te dire la vérité, ajouta Patrick d'un ton moralisateur. Quelqu'un doit le faire. Tu ne rends pas service à Lily en faisant semblant que tout va bien, alors qu'il est clair que tu peines. Et qui dit que je peine, répondis-je, sincèrement déconcerté par leur façon de toujours supposer le pire. Mon père éclata d'un rire sec, sans la moindre trace d'humour. Voyons, Amber, regarde-toi. Tes vêtements sont simples, tu conduis une voiture de location, tu ne parles jamais de vacances ni d'achat comme nous le faisons. C'est évident que tu peines à t'en sortir. Je baissai les yeux vers mon pull en cachemire, choisi justement pour son élégance discrète plutôt que pour une marque voyante. L'ironie me frappa, dans ma famille, ne pas se vanter de sa richesse équivalait à être pauvre. En réalité, papa, dis-je calmement, j'ai simplement choisi de ne pas exposer mes finances. Je trouvais ça de mauvais goût. Mais puisque tu en parles, je vais très bien. Assez bien pour aider ta famille, demanda ma mère d'un ton piquant.
Parce que c'est nous qui portons ton poids depuis des années. Pendant que tu joues à l'entrepreneuse, ce sont nous qui avons aidé Patrick et Stéphanie quand ils en avaient besoin. Je sentis une colère froide monter. Porteur mon poids? Je ne vous ai jamais demandé le moindre centime. Pas une seule fois depuis la fin de mes études. Et c'est bien là ton problème, répondit mon père, comme s'il prouvait un point. Un adulte responsable sait quand demander de l'aide. Au lieu de ça, tu t'isoles, toi et ta fille, trop fiers pour admettre quand tu n'y arrives plus. Leurs accusations étaient si absurdes que j'aurais presque ri. Mais je pris une grande inspiration et me dis qu'il était temps d'être honnête. En réalité, je crois que vous vous trompez complètement sur qui aide qui dans cette famille. Les yeux de mon père se plissèrent. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Wilson Family Trust qui vous envoie $5 000 chaque mois depuis 5 ans, et $3 000 à Patrick et Stéphanie. Vous ne vous êtes jamais demandé d'où venait vraiment cet argent? Le silence tomba sur la pièce comme une chape de plomb. L'expression de mon père passa de la colère à la confusion. Cet argent vient du trust créé par ton grand-père, dit-il, mais sa voix manquait d'assurance. Non, papa. Grand-père n'a jamais créé aucun trust. Alors, d'où vient-il? Demanda ma mère, la voix tremblante, commençant à comprendre. Ces paiements viennent de moi, dis-je simplement. J'ai tout mis en place quand j'ai appris que papa avait perdu son travail il y a 5 ans. Je voulais aider, mais je savais que votre fierté vous empêcherait d'accepter de l'argent venant directement de moi. Leurs visages se figèrent dans un mélange d'incrédulité et de choc. C'est ridicule, balbutia Patrick. Tu veux nous faire croire que c'est toi qui nous envoies des milliers de dollars chaque mois? Avec quel argent? Avec l'argent de mon entreprise. Mon entreprise très réelle, et très prospère, répondis-je calmement. Securnova, la société de cybersécurité que j'ai fondée, est aujourd'hui estimée à 58 millions de dollars. J'en détiens 70%. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je les vis tous faire le calcul mental, la couleur disparaissant peu à peu du visage de mon père. Tu mens, finit par dire Stéphanie, mais sans conviction. Si tu avais autant de succès, on l'aurait su. Je soutins son regard. Vraiment? Aucun de vous ne s'est jamais intéressé à mon travail. Aucun de vous ne m'a jamais posé de questions sur mon entreprise ou mes réussites. Vous étiez bien trop occupé à croire que j'étais un échec. Mon père retrouva peu à peu son calme, son visage se durcissant à nouveau. Si ce que tu dis est vrai, ce dont je doute fortement, alors tu as trompé ta famille pendant des années. Tu joues à un jeu malsain, à faire semblant d'être moins réussi que tu ne le es. Non, papa, répondis-je d'une voix posée. J'ai simplement vécu ma vie sans ressentir le besoin d'exhiber ma situation financière pour gagner votre approbation. Peut-être que vous devriez essayer ça, un jour. Ah, donc maintenant tu te crois meilleur que nous, c'est ça? Sa voix monta d'un ton. Tu viens dans ma maison pour insulter ta famille. Je n'ai insulté personne, dis-je calmement. J'ai simplement répondu honnêtement à vos questions. La vérité, répéta-t-il, crachant presque le mot. La vérité, c'est que tu as toujours été égoïste, toujours à ne penser qu'à toi. Et maintenant tu veux qu'on croie que tu es une sorte de millionnaire secrète, que tu nous aides par bonté d'âme tout en nous méprisant? Je ne vous ai jamais méprisé, papa, dis-je doucement, sentant la colère céder la place à une profonde tristesse. J'ai seulement voulu votre amour, votre reconnaissance, les mêmes choses que j'ai toujours voulu. De l'amour, ricana-t-il. Tu veux parler d'amour, toi qui nous as menti pendant des années? Tu jouais à un jeu tordu juste pour te sentir supérieur. Ce n'était pas un jeu, papa. Je voulais simplement aider, sans vous faire sentir redevable. Je sais à quel point votre fierté compte pour vous. Ma fierté, tonna-t-il, son visage virant au rouge. Ça n'a rien à voir avec la fierté. C'est une question de tromperie, de manipulation. Matthew? Murmura ma mère en posant une main sur son bras, visiblement inquiète. Calmons-nous, s'il te plaît. Non, Evelyn, je ne me calmerai pas. Il repoussa sa main avec colère. D'abord, elle abandonne son mariage. Ensuite, elle élève son enfant seule. Et maintenant, on découvre qu'elle tire les ficelles de nos finances,
comme une marionnettiste, se prenant pour une sauveuse pendant qu'elle nous juge pour avoir accepté une aide qu'on croyait venir de mon père. À ce moment-là, Lily se mit à pleurer, effrayée par les cris. Je la pris dans mes bras, la serrant contre moi. Je crois qu'on devrait partir, dis-je doucement. Tout ça la bouleverse, et il est clair qu'on ne réglera rien ce soir. Oui, tu devrais partir, lança mon père d'une voix glaciale. En fait, je veux que tu sortes de ma maison. Maintenant. Papa? Tenta Patrick, mal à l'aise. Peut-être qu'on devrait juste faire une pause. Non, rugit mon père en frappant la table, faisant trembler la vaisselle. Je veux qu'elle sorte. Elle vient ici avec ses mensonges et ses jugements, gâchant notre Thanksgiving. Ce ne sont pas des mensonges, répondis-je en me levant, Lily dans les bras. Mais tu as raison sur une chose, on va partir. Dehors, hurla-t-il, pointant la porte du doigt. Sors de ma maison, et ne reviens jamais. On n'a pas besoin de ta charité, ni de ta condescendance. Le silence retomba, seulement brisé par les sanglots étouffés de Lily contre mon épaule. Tous les regards étaient fixés sur moi, certains choqués, d'autres gênés, et quelques-uns, je le vis bien, presque satisfaits de me voir humilié. Je balais la pièce du regard. Ces visages, ma famille, des gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu, jamais vraiment aimé pour ce que je suis. Et à cet instant précis, quelque chose en moi se libéra enfin, point le besoin désespéré de leur approbation, celui qui m'avait suivi toute ma vie, venait enfin de s'éteindre. Très bien, dis-je simplement, la voix calme malgré la tempête d'émotions à l'intérieur de moi. Lily, dis au revoir. On s'en va maintenant. Je pris nos manteaux et mon sac, sans même remonter chercher le reste de nos affaires. Tout cela pouvait être remplacé. Ce qui ne pouvait pas l'être, c'était le sentiment de sécurité de ma fille, et mon propre respect. En traversant le couloir, je sentais les regards de ma famille, certains fuyant les miens, d'autres me dévisageant avec une curiosité presque morbide. Pourtant, je gardais la tête haute. Ma dignité était tout ce qu'il me restait, et je refusais de la leur laisser, elle aussi. Joyeux Thanksgiving, murmurai-je en ouvrant la porte, sans me retourner. Puis je sortis dans la nuit froide de novembre, Lily blottie dans mes bras, laissant derrière moi la famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Plus tard, dans la chambre d'hôtel, le silence n'était troublé que par la respiration paisible de Lily, enfin endormie, épuisée d'avoir pleuré. Assise dans le fauteuil près de la fenêtre, je regardais les lumières de Hartford scintiller au loin. Étrangement, je me sentais calme, comme après une tempête. Mon téléphone vibra. Le nom de Julia s'afficha sur l'écran. Alors, à quel point c'était grave, demanda-t-elle dès que je décrochai, sans préambule. Aussi grave que possible, répondis-je doucement pour ne pas réveiller Lily. Mon père nous a littéralement mises dehors, en plein dîner de Thanksgiving. Oh, Amber, je suis tellement désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui racontai tout, les pics, le verre d'eau renversé, puis l'explosion de colère de mon père. Quand je terminai, un silence s'installa à l'autre bout du fil. Julia? Tu es toujours là? Oui, répondit-elle après un moment. J'essaie juste d'assimiler le niveau de toxicité que tu viens de me décrire. Ta famille est encore pire que dans mes souvenirs. Je regardais les phares des voitures défiler dans la rue en contrebas. Le plus étrange, c'est que je ne suis même plus en colère. C'est comme si quelque chose s'était enfin libéré en moi ce soir. Pendant des années, j'ai cherché leur approbation, espéré qu'un jour ils me verraient tel que je suis. Mais ils ne le feront jamais. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Julia. Je posai les yeux sur Lily, ses petites joues encore rosées par les larmes, serrant fort son doudou, Monsieur Whisker, même dans son sommeil. Elle méritait mieux que de grandir entourée de gens qui la voyaient comme une erreur à cause de mes choix. Je vais arrêter de faire semblant, dis-je d'une voix décidée. Plus de soutien anonyme. Plus de secrets sur ma réussite. Et surtout, plus jamais je ne chercherai l'approbation de ceux qui ne m'ont jamais voulu de bien. Bravo, répondit Julia, et je pouvais entendre la sincère fierté dans sa voix. Et le soutien financier que tu leur versais? Ça s'arrête ce soir. Je n'avais jamais signé d'accord formel, juste des virements automatiques depuis l'un de mes comptes personnels.
Quelques clics suffiraient à tout stopper. Après avoir raccroché, j'ouvris mon laptop et me connectai à mon compte bancaire. Les transferts programmés s'affichaient, 5 000 $ chaque mois pour mes parents, 3 000 pour Patrick, 3 000 pour Stéphanie. En 3 clics, tout fut annulé. Un mélange de liberté et de tristesse m'envahit, comme si je venais de couper un lien qui m'avait longtemps retenue prisonnière d'un faux espoir de famille. Puis je pris mon téléphone et appelai Marshall, mon avocat. Malgré l'heure tardive, il décrocha à la 3e sonnerie. « Amber ? Tout va bien ? » « Oui et non, » répondis-je calmement. « J'ai besoin de ton aide demain matin. Je veux simplement vérifier s'il y a des implications légales à arrêter le soutien financier que je verse à ma famille, dis-je calmement. Y avait-il des accords officiels, demanda Marshall, passant aussitôt en mode professionnel. Non, juste des virements automatiques que j'ai mis en place moi-même. Il croit que l'argent vient d'un trust familial. Alors, légalement, tu n'as rien à craindre, me rassura-t-il. Tu n'as aucune obligation de continuer des paiements qui étaient, en réalité, des dons. Tu veux que je rédige une notification formelle ? Non, répondis-je après un instant. Les virements annulés parleront d'eux-mêmes. Après avoir raccroché, j'ouvris à nouveau mon laptop et me connectai à mes mails. Un message de mon assistante m'attendait, la maison de plage à Honolulu était prête pour notre arrivée. En quelques clics, je réservai 2 billets en première classe pour le lendemain après-midi. Pendant que je travaillais, mes yeux parcouraient machinalement les rapports financiers de ma société. Securova avait grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. De la cybersécurité, nous étions passés à l'intelligence artificielle, à la protection des données et à la sécurité des infrastructures numériques. Nous avions des bureaux dans 7 pays, et nos clients comptaient des gouvernements, des banques internationales et des géants de la tech. C'était moi qui avais bâti tout ça. Moi, la fille qu'on disait trop rêveuse, pas assez stable, pas assez, comme il faut. La déception. L'échec. Un rire amer m'échappa. Quelle ironie! Pendant que ma famille me jugeait incapable, je finissais par construire un empire, qui, sans qu'ils le sachent, les faisait vivre. Par curiosité, j'ouvris l'historique des virements destinés à ma famille. En 5 ans, j'avais transféré 1 300 000 $ à mes parents, et 780 000 $ chacun à Patrick et à Stéphanie. Presque 3 millions de dollars offerts à des gens incapables de traiter ma fille avec un minimum de tendresse. Le poids de ces chiffres me frappa. Que Lily et moi aurions-nous pu faire avec tout cet argent ? Combien de mères seules aurais-je pu aider à travers ma fondation ? La honte d'avoir gaspillé ma loyauté me serra la poitrine. Mon téléphone sonna soudain. Le nom de ma mère s'afficha. Il était à peine 7 heures du matin. Ils avaient sans doute découvert que les virements avaient cessé. J'hésitai, puis décroché. « Hello, Bom. Amber. Que se passe-t-il » Sa voix tremblait, haute et nerveuse. « Ton père vient d'essayer d'acheter un café et sa carte a été refusée. Il a vérifié nos comptes, le dépôt mensuel n'est pas là. Tu as fait quelque chose ? » Oui, répondis-je simplement. J'ai annulé les virements. Mais pourquoi ? À cause d'hier soir ? Ton père était en colère, mais tu comprends bien que... Je comprends très bien, Mom, la coupai-je doucement. Je comprends que depuis des années, vous acceptez mon argent tout en continuant à me traiter comme un échec. Je comprends que vous avez profité de ma réussite pour financer votre confort, tout en refusant de me respecter. Et je comprends surtout que vous avez laissé votre petite fille être humiliée à votre table sans dire un mot pour la défendre. Amber, sois raisonnable, dit-elle, sa voix prenant ce ton doux qu'elle utilisait toujours pour manipuler. Nous sommes une famille. Les familles se disputent, mais au final, elles se soutiennent. Non, Bom. Vous ne m'avez jamais soutenu. Pas quand c'était important. Vous avez seulement pris de moi, sans jamais rien donner en retour. Et ça, c'est fini. Un silence. Puis, dans un souffle, elle murmura. Mais, l'argent ? Sa voix n'était plus que peur et désespoir. Nous avons besoin de cet argent. Nous avons des factures, des engagements. Commença ma mère d'une voix tremblante.
Et la pension de ton père ne suffit pas à couvrir le style de vie auquel vous vous êtes habitué, terminai-je pour elle. Le style de vie financé par votre fille ratée, n'est-ce pas? Peut-être qu'il est temps de vivre selon vos vrais moyens. Tu ne peux pas nous faire ça, dit-elle, sa voix soudain plus dure. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Vraiment, Mom? Qu'avez-vous fait pour moi? Dis-moi une seule chose que tu as faite pour soutenir mes rêves ou prendre soin de moi durant ces 10 dernières années. Le silence qui suivit en disait long. C'est bien ce que je pensais, murmurai-je calmement. Au revoir, Mom. Ne me rappelle pas, sauf si tu es prête à présenter des excuses à Lily et à moi, et à changer réellement la façon dont vous nous traitez. Je mis fin à l'appel et bloquai son numéro. Puis je fis la même chose pour mon père, Patrick et Stéphanie. C'était une décision radicale, mais nécessaire. Pour ma paix intérieure, et pour le bien-être de Lily. Quand le soleil se leva sur Hartford, je réveillai doucement ma fille. Nous préparâmes nos affaires et quittâmes l'hôtel. On rentre à la maison, Mommy, demanda Lily en montant dans la voiture de location. Pas tout de suite, ma chérie, répondis-je avec un sourire. Je me sentais plus légère que depuis des années. On va d'abord en vacances. Tu veux voir notre maison à Hawaï? Celle avec la plage juste devant la porte? Ses yeux s'écarquillèrent d'excitation. Vraiment? On pourra faire des châteaux de sable tous les jours. Tous les jours, je te le promets, dis-je en démarrant la voiture. Et on pourra nager dans l'océan, chercher des coquillages, et regarder le coucher du soleil ensemble. Alors que nous roulions vers l'aéroport, laissant derrière nous le poids des attentes et de l'amour conditionnel, un mot résonna en moi. Un mot que je n'avais pas ressenti depuis longtemps en pensant à ma famille, liberté. Le matin suivant, le soleil d'Honolulu entrait à flot par les grandes baies vitrées de notre maison au bord de la plage. La lumière dorée caressait le parquet brillant. Dehors, Lily construisait déjà un château de sable sous le regard bienveillant de Maria, la nounou locale que j'avais engagée pour nous aider à nous installer. 6 semaines s'étaient écoulées depuis ce Thanksgiving désastreux. 6 semaines de guérison, de calme, et de reconstruction, pour Lily et pour moi. Les premiers jours avaient été difficiles, Lily me posait sans cesse des questions. Pourquoi grand-pa était si en colère? Est-ce que c'est parce que j'ai renversé l'eau? Je l'avais serré contre moi en regardant notre premier coucher de soleil hawaïen. Oh non, ma chérie. Ce n'était pas ta faute. Parfois, les adultes ont de grandes émotions qui n'ont rien à voir avec les enfants. Grand-pa et grand-ma traversent leurs propres problèmes. Ils ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire. On les reverra un jour, demanda-t-elle, son petit visage grave dans la lumière du soir. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Peut-être, s'ils apprennent à être plus gentils. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur notre bonheur, juste toi et moi. Et c'est exactement ce que nous avions fait. Des journées remplies d'aventures sur la plage, d'exploration de l'île, et des soirées paisibles à lire des histoires sur le Lané. Lily avait retrouvé le sourire, loin de la tension et du jugement qui avait pesé sur nous pendant ces années. Un son me tira de mes pensées, une notification sur mon téléphone. Un email de Marshall, mon avocat. Il m'envoyait une mise à jour sur les suites de ma séparation financière avec ma famille. D'après son rapport, mes parents avaient tenté de me contacter par voie légale, prétendant avoir droit à un soutien continu, basé sur un contrat implicite. Marshall avait immédiatement rejeté leur demande, prouvant que tous les virements avaient été des dons volontaires, sans aucune condition. Je souris doucement. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus rien à justifier. Patrick et Stéphanie étaient restés plutôt silencieux, même si mes petites habitudes de social media stalking, que je n'avais pas complètement perdues, m'avaient appris qu'ils avaient annulé leurs vacances prévues. Stéphanie, elle, semblait explorer de nouvelles opportunités de carrière, ce qui voulait sans doute dire qu'elle cherchait un nouveau job. La sonnette retentit, et je posai ma tasse de café pour aller ouvrir. Julia se tenait là, souriante, sa peau dorée par le soleil. Le retour de l'ami prodigue, dis-je en riant, avant de la serrer fort dans mes bras. Julia était venue 2 semaines plus tôt, comme je m'y attendais, elle était tombée amoureuse d'Hawaï. Elle avait prolongé son séjour à l'hôtel voisin avant de repartir à contre-cœur à San Francisco pour le travail.
Je ne pouvais pas rester loin d'ici, avoua-t-elle en entrant dans la cuisine. Et puis, j'ai des nouvelles. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles, répondis-je en lui servant une tasse de café. Excellente, dit-elle en prenant la tasse avec un grand sourire. Les papiers sont signés. The Lily S. Light Foundation est officiellement créée et prête à démarrer. Une chaleur douce envahit ma poitrine. Depuis Thanksgiving, j'avais transformé ma colère et ma douleur en quelque chose de beau, une fondation pour soutenir les mères célibataires qui veulent créer leur propre entreprise. Subventions, mentorat, accompagnement, tout ce que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Et j'avais choisi de la nommer d'après ma fille, Lily, ma lumière, celle qui m'avait rendue plus forte que je ne l'aurais jamais cru. C'est merveilleux, dis-je, réellement ému. J'ai commencé à travailler sur le contenu du site web et la stratégie de communication. On pourrait peut-être commencer à accepter les candidatures le mois prochain. Déjà fait, répondit Julia avec un clin d'œil, sortant sa tablette. On a déjà une liste d'attente de 50 candidates, depuis le soft launch de la semaine dernière. Nous passâmes la matinée à parcourir les candidatures. Je ressentais un sentiment d'accomplissement profond, une vraie paix intérieure. Aider d'autres femmes à se reconstruire, à bâtir leur avenir, me semblait tellement plus juste que d'avoir dépensé mon énergie à soutenir une famille qui ne m'avait jamais vraiment comprise. Soudain, mon téléphone vibra. Un email venait d'arriver. L'expéditeur, un certain Christopher Bennett. L'objet, Security Consultation Request. Intrigué, j'ouvris le message. Il s'agissait d'une demande professionnelle très polie concernant les services de SecureNova, ma société de cybersécurité. Son entreprise, spécialisée dans l'énergie renouvelable, cherchait une solution complète pour protéger son réseau intelligent. Tout semblait en ordre, mais le fait que le message m'ait été envoyé directement, et non via notre équipe commerciale, éveilla ma méfiance. Je fis quelques recherches rapides, Christopher Bennett existait bel et bien, c'était le Chief Technology Officer de la société citée, bien connu et parfaitement légitime. Toujours prudente après mes expériences familiales, je transférai son email à mon équipe pour vérification, puis je répondis personnellement, fixant un appel vidéo pour la semaine suivante. Lors de la réunion, Christopher se révéla réfléchi, intelligent, et sincèrement intéressé par nos services. Aucune arrière-pensée, aucun lien caché avec ma famille, juste un contact professionnel sérieux. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la facilité avec laquelle la conversation allait glisser. Ce qui devait être un simple appel de 30 minutes se transforma en une discussion de presque 2 heures, où l'on parla non seulement de cybersécurité, mais aussi des tendances du secteur, des innovations technologiques, et même de nos parcours personnels dans le monde du tech. Quand l'appel se termina, j'avais non seulement gagné un client important pour SecureNova, mais aussi accepté un dîner avec Christopher lors de sa venue à Honolulu pour une conférence sur l'énergie renouvelable. Et pour la première fois depuis longtemps, cette nouvelle connexion ne me faisait pas peur. Elle me faisait sourire. « Tu vas vraiment à un date ?» lança Julia d'un ton moqueur quand je lui racontai mes plans pour ce dîner avec un vrai homme, en chair et en os, pas un tableau Excel ni un protocole de sécurité. C'est un dîner professionnel, protestai-je, même si je sentais bien que ma voix manquait de conviction. MMH, répondit-elle avec un sourire taquin. C'est pour ça que tu fixes ton dressing depuis 20 minutes sans savoir quoi mettre? Le dîner avec Christopher fut une vraie bouffée d'air frais. Contrairement à Daniel, qui avait toujours semblé intimidé par ma réussite et mon intelligence, Christopher était sûr de lui. Il admirait sincèrement ce que j'avais construit. Il écoutait vraiment quand je parlais de mon travail, posait des questions pertinentes, partageait ses propres expériences sans jamais chercher à rivaliser ou à diminuer les miennes. Quand la conversation prit un ton plus personnel, j'osai mentionner que j'étais mère célibataire. Il eut un sourire doux. « Ta fille a de la chance d'avoir un modèle aussi fort, dit-il simplement. J'ai moi-même été élevée par une mère seule. C'est elle qui m'a appris le courage et l'intégrité. » Au fil des mois, Christopher devint un visiteur régulier à notre maison près de la plage. Lily, d'abord timide, s'attacha vite à lui. Il s'intéressait sincèrement à ses châteaux de sable, à sa collection de coquillages et à ses histoires farfelues sur les aventures sous-marines de Monsieur Whisker. Un soir, après une journée passée à explorer l'île avec Christopher,
Lily me dit en souriant. Il te fait sourire, maman. J'aime quand tu souris. Alors que ma vie personnelle retrouvait peu à peu son équilibre, je reçus un email inattendu de ma cousine Rachel, la nièce de ma mère, celle qui était restée silencieuse pendant le fameux dîner de Thanksgiving. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, écrivait-elle. J'aurais dû parler quand l'oncle Matthew t'a traité si cruellement, toi et Lily. Beaucoup d'entre nous ont profité de la soudaine prospérité de la famille sans jamais se demander d'où venait l'argent. Apprendre que c'était grâce à toi a été un choc. Mais encore plus choquant, c'était de voir comment ils t'ont traité malgré tout ce que tu as fait pour eux. Je voulais juste que tu saches que tout le monde ne pense pas comme eux. Certains d'entre nous aimeraient te revoir, dans de meilleures conditions. Ce message ouvrit une petite porte que je croyais à jamais fermée. Je n'avais aucune envie de renouer avec mes parents ou mes frères et sœurs sans vrai changement de leur part, mais savoir qu'il existait encore dans ma famille des gens capables d'empathie me réchauffa le cœur. Presque un an après l'incident de Thanksgiving, je reçus une lettre officielle de mon père. Contrairement aux notifications juridiques froides que j'avais reçues auparavant, celle-ci était écrite à la main. On y sentait une vraie réflexion. J'ai passé des mois en colère, écrivait-il, à te blâmer pour nos difficultés financières, sans jamais reconnaître ma part de responsabilité. Une crise cardiaque il y a 3 mois m'a forcé à affronter ma propre fragilité. La vérité, c'est que j'ai toujours été jaloux de ton indépendance et de ta réussite. On m'a appris qu'un homme valait par ce qu'il pouvait fournir. Te voir me surpasser a remis en question tout ce que je croyais savoir sur ma place dans le monde. Cela n'excuse pas mon comportement, mais peut-être que cela l'explique un peu. Si tu es d'accord, j'aimerais entamer le long chemin du pardon. Après mûre réflexion, et après en avoir parlé avec ma thérapeute, que je voyais régulièrement depuis mon arrivée à Hawaï, j'acceptais une séance de thérapie familiale, sous conditions strictes. La rencontre aurait lieu sur un terrain neutre, avec un médiateur professionnel, et Lily n'y participerait pas tant que je ne serais pas certaine que ce serait émotionnellement sûr pour elle. La première séance fut tendue, difficile, mais c'était un début. Ma mère pleurait, mon père se montrait sur la défensive malgré sa lettre, et moi, je gardais mes limites émotionnelles, ce qui les frustrait clairement tous les deux. Mais c'était un début. Les séances suivantes mirent en lumière de vieux schémas familiaux, un amour conditionnel, une peur constante du manque d'argent, et une manipulation émotionnelle transmise de génération en génération, bien avant même ma naissance. Comprendre ces schémas n'excusait pas leurs actes, mais cela m'aidait à voir les choses autrement, à comprendre leurs blessures et à libérer une part de la douleur que je portais depuis si longtemps. Certaines relations familiales se reconstruisirent peu à peu sur des bases plus saines. D'autres, comme celle avec Stéphanie, qui refusait toujours de reconnaître ses torts, restèrent rompues. Et j'ai appris à être en paix avec ça. On ne peut pas forcer la réconciliation quand il n'y a ni remords sincères, ni réelle volonté de changer. Un an après ce dîner de Thanksgiving désastreux, j'organisai une célébration dans notre maison au bord de la plage. La liste des invités était courte, mais pleine de sens. Julia, Christopher, désormais mon compagnon, Maria et sa famille, quelques amis proches de Lille, Rachel et ses enfants, et même mes parents, qui avaient accepté de poursuivre la thérapie et faisaient des efforts constants pour respecter mes limites. Patrick était venu sans Diana, leur mariage n'ayant pas survécu à la tempête financière, mais il montrait des signes de vraie évolution personnelle, reconstruisant sa vie avec plus d'authenticité. Nous étions réunis autour de la grande table sur la terrasse, la brise marine transportant le parfum des fleurs de plumeria. En regardant les visages de ces personnes, je ressentis une gratitude profonde. Ces gens étaient là par choix, par amour et par respect mutuel, pas par obligation ni par intérêt. Je levai mon verre et pris la parole. Avant de manger, je veux partager quelque chose que j'ai appris cette année. La famille ne se définit pas par le sang ni par le devoir. Elle se construit à travers l'acceptation, le respect et l'amour inconditionnel. Certains ont la chance de trouver cela parmi leurs proches, après avoir traversé des épreuves. D'autres créent leur famille avec les personnes qui entrent dans leur vie et choisissent d'y rester, malgré tout. Mon père hocha la tête en silence, touché. Ma mère me serra la main, les larmes aux yeux, des larmes qui, pour la première fois, semblaient couler pour ma douleur, et non pour son propre inconfort. Lily, maintenant âgée de 5 ans, observait la table avec un sourire plein de confiance. On peut manger maintenant ?
J'ai faim. Et papy a promis de m'aider à construire un super grand château de sable après le dîner. Des rires éclatèrent tout autour, dissipant la solennité du moment comme seuls les enfants savent le faire. Le repas se déroula dans la joie, les histoires fusaient librement, sans rivalité ni jugement, un contraste total avec les réunions familiales d'autrefois. Je repensais alors au chemin parcouru. La douleur de ce Thanksgiving avait fini par me conduire vers quelque chose de bien plus grand, la liberté, l'authenticité, et une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment. Oui, j'avais bâti un empire de 58 millions de dollars. Mais ma véritable richesse se trouvait ailleurs, dans les liens sincères que j'avais créés, dans les limites que j'avais appris à poser, et dans la certitude que ma valeur n'avait jamais dépendu du regard des autres. Ce soir-là, une fois les invités partis et Lily endormie, je marchais seul sur la plage, sous la lumière argentée de la lune. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix avec mon passé, et pleine d'espoir pour l'avenir. Le chemin avait été long, parfois douloureux, mais profondément libérateur. Et toi, comment gères-tu les attentes familiales et les limites à poser pour te protéger? As-tu déjà dû faire des choix difficiles pour ton bien-être? Partage ton expérience dans les commentaires. Et si mon histoire t'a touché, abonne-toi et envoie-la à quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souviens-toi, parfois, le geste le plus plein d'amour que l'on puisse faire, c'est de s'éloigner de la toxicité, même quand elle vient de la famille.